Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec entreprises et médias, associations et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors vous le savez, chaque mois, on décortique ensemble les enjeux auxquels doit faire face la communication, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, on va s'intéresser de plus près aux affaires publiques. C'est une discipline particulière. Alors à quoi elle sert concrètement? Quelles sont ses limites? Comment construire sa stratégie d'influence? Quel rôle pour la communication dans ce domaine? On en parle tout de suite avec mes invités dans Smartcom. Et pour cette discussion aujourd'hui, j'accueille Cathy Piano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale chargée des affaires publiques et de la communication du groupe SEB. Annette Ray, bonjour. Bonjour. Directrice de la communication et des affaires publiques d'Atos. Et Valérie Perruchot-Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques de la communication et de la RSE de Janssen France. Alors, affaires publiques, lobbying, influence, on entend un peu tous ces mots quand on aborde un peu cette thématique. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous définissez cette partie de votre travail, par exemple, Cathy? Alors, nous, on a choisi affaires publiques et c'est une partie qui est reliée à la communication. C'est une partie qu'on traite, j'ai envie de dire, en synergie avec, bien évidemment, toutes les parties prenantes avec lesquelles on est amené à travailler et aussi l'ensemble des départements de notre entreprise, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul et qui, plus que jamais, vu la complexité, nous, on vend aujourd'hui 380 millions d'appareils par an. Donc, on couvre un champ assez important en affaires publiques. Donc, c'est central, mais en même temps, c'est du affaires publiques for good. Annette, vous le définissez comment? Oui, moi je dirais également, enfin je le définis, chez Atos, on le définit comme des affaires publiques, c'est-à-dire qu'Atos est un groupe véritablement mondial implanté dans 71 pays, donc ça se résume bien évidemment pas à l'échelle française. La dimension européenne est extrêmement importante pour nous, donc c'est vraiment cette dimension publique lobbying, il y a une connotation, je dirais presque sulfureuse ou en tout cas négative. À mon avis, plus personne ne l'appelle comme ça. Et c'est vraiment, on s'inscrit dans une interaction avec toutes les parties prenantes et c'est vraiment l'entreprise dans son acceptation citoyenne aussi. Valérie? Un peu la même chose, une synthèse de vous deux. En fait, ça s'appelle aussi affaires publiques. Chez nous, c'est rattaché à mon département, donc département communication, affaires publiques, RSE. C'est très axé sur, effectivement, l'engagement sociétal de l'entreprise. Il y a une équipe qui va travailler les sujets plus techniques d'accès du médicament sur le marché français, qui n'est pas de ma responsabilité. Et on s'appuie aussi sur un bureau à Bruxelles pour un certain nombre de sujets avec plus d'anticipation nécessaire. Oui, parce qu'il y a de la réglementation européenne aussi. Voilà, notamment tout ce qui est autour du Green Deal, etc. On suit ça de très près, ils nous décryptent un peu ce qui se passe pour qu'on puisse nous anticiper au niveau local et prendre un certain nombre de sujets et les pousser dans l'organisation. En quoi est-ce que cette dimension affaires publiques, elle est nécessaire dans votre activité, Annette, par exemple? Elle est absolument indispensable. Elle est absolument indispensable dans la mesure où, d'une part, on a des activités dites sensibles, c'est-à-dire de la défense, par exemple. Si vous voulez, Atos est le numéro 1 européen de la cybersécurité, le numéro 2 mondial de la cybersécurité. Donc là, on touche vraiment à des sujets éminemment régaliens, bien entendu, mais affaires publiques aussi. Bon, il y a un cadre réglementaire dans lequel on opère, mais dans lequel aussi on est en interaction permanente avec les pouvoirs publics, français, européens, et puis après au niveau à l'échelon national des autres pays dans lesquels nous opérons. Et donc c'est très important ce dialogue, en fait, ce dialogue avec les pouvoirs publics est très important pour pouvoir d'une part, si vous voulez, façonner une partie des opportunités et des business, et d'autre part, en fait, faire prendre conscience au pouvoir public des spécificités de ce secteur-là, de ce secteur numérique, en fait, qui est au cœur aussi de la souveraineté européenne. Souveraineté numérique est un des grands sujets, notamment de la présidence française de l'Union européenne. Alors, sur les médicaments, cadre évidemment réglementé, sur la cybersécurité, la défense, ok, mais sur l'électronique grand public, l'électroménager, Seb, quel est l'intérêt d'avoir une direction des affaires publiques ?
Alors, on a différents sujets. Le premier, c'est par exemple quand on met sur le marché, donc 30% de nos produits chaque année sont nouveaux. C'est de l'innovation. Donc, comment faire de l'innovation durable? Comment assurer la recyclabilité de l'ensemble des matériaux qu'on utilise? Comment faire en sorte qu'on puisse avoir des appareils réparables véritablement? Comment garantir la protection du consommateur au moment où on est de plus en plus aussi en D2C et puis sur des marchés qui deviennent plus globaux? On a effectivement tous ces sujets sur lesquels on travaille et puis aussi... Et ça, vous ne pouvez pas le faire juste chez vous. Il faut inclure les parties prenantes de l'extérieur. Il faut inclure les parties prenantes parce que chaque pays a ses spécificités. On travaille bien évidemment avec l'ensemble des syndicats professionnels. Et puis, j'ai envie de dire que chaque continent a une appétence différente et avec une maturité pour la seconde main. Back market, pour ne pas les nommer, on a pris des parts et dans certains pays, ils se développent très fort, dans d'autres, ça reste à venir. Donc, on a des pays qui sont leaders. C'est vrai qu'Affaires publiques, sur ces domaines-là, on a eu la chance d'être précurseurs et avoir une certaine maturité, montrer que c'est possible. Ça aide aussi aux échanges avec les parties prenantes. Et chaque année, on réunit une partie de nos parties prenantes et puis d'associations, d'ONG ou de gens qui sont dans la prospective pour pouvoir échanger parce que c'est toujours intéressant de ne pas être monothématique et d'avoir aussi différents points de vue. Valérie, vous, comment est-ce que vous construisez le dialogue avec les parties prenantes dont vient de parler Cathy? Alors, comme vous disiez, on est dans un secteur très réglementé puisque le médicament, c'est un produit assez particulier. Il y a quand même énormément de pédagogie à faire en permanence sur comment on trouve, fabrique et commercialise un médicament. C'est un sujet de longue haleine et je pense qu'à chaque fois que les équipes changent, les gouvernements changent, les parlementaires changent, il faut recommencer à zéro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire à la fois individuellement en tant qu'entreprise et on le fait aussi beaucoup dans le collectif avec le syndicat qui fédère l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui s'appelle le LEM, pour les entreprises du médicament. On travaille beaucoup avec eux. Là, on a vu récemment, je crois que c'était la semaine dernière, une étude sortir sur le fait qu'il y avait des traces de médicaments dans les eaux usées. Et bien typiquement, tout de suite, le LEM réagit, nous envoie un positionnement là-dessus pour qu'on puisse expliquer, décrypter, comprendre et voir à notre niveau comment est-ce qu'on peut aussi enrichir ce positionnement et à notre tour aussi diffuser cette information auprès de nos différents publics. Alors ça peut être effectivement les pouvoirs publics qui sont la cible première des affaires publiques, mais moi j'ai envie de dire aussi tout ce qui est grand public et public au sens large. Parce que comme j'ai une contrainte un peu particulière, moi je ne peux pas communiquer sur mes médicaments, notamment vers le grand public, mais je peux travailler avec des associations relais, des associations de patients qui peuvent travailler avec nous, avec lesquels on est partenaires, pour pouvoir accompagner le déploiement de nos innovations sur le marché français. Et c'est important à la fois de travailler avec le gouvernement, bien sûr, là-dessus, mais de travailler aussi avec ceux qui vont l'utiliser et qui vont en bénéficier tous les jours. Vous, Annette, vous travaillez avec qui? Vous faites aussi appel, pourquoi pas, à des ONG, à des associations de consommateurs Non, c'est plus purement politique. Non, c'est pas purement politique. Il y a des associations, il y a des associations d'intérêt, si vous voulez, dans ce secteur-là. Par exemple, au niveau européen, c'est Digital Europe. Donc, il y a des associations en France, bien sûr. Bon, il y a les Syntec numériques, dans le cadre duquel il se passe un certain nombre de choses. Donc, mais nous, on n'est pas dans cette triangulation d'associations de consommateurs. En fait, nous, c'est du B2B pur. Oui, c'est du B2B pur. On vient de lancer un nouveau supercalculateur. Oui. Donc, la semaine dernière, le président de la République a inauguré un cybercampus à la Défense qui réunit 160 acteurs privés, dont Atos, d'autres acteurs privés, effectivement, pour intégrer, pour donner un lieu aussi symbolique et opérationnel à cette filière, qui justement regroupe des acteurs publics, donc des représentants de la gendarmerie nationale, des chercheurs, des experts en cybersécurité, des acteurs privés, des chercheurs, des instituts de recherche comme l'INRIA, donc l'Institut national de la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, donc c'est pas des ONG, mais ce sont des acteurs publics.
Quand vous parliez tout à l'heure, Annette, de réputation sulfureuse, notamment autour du lobbying, moi j'aimerais savoir comment ça se passe, parce qu'effectivement, quand on dit stratégie d'influence, affaires publiques, tout de suite on imagine un peu un univers secret, avec pourquoi pas des dessous de table. Comment ça se passe? J'imagine qu'en vrai, tout ça est réglementé et que même s'il y a des débords, évidemment, et des scandales de temps à autre, ça n'est pas la majorité de votre travail. Cathy, comment vous appréhendez ça? Alors, je vous confirme, ce n'est ni la majorité ni la minorité de mon travail. Non, je pense qu'il y a eu effectivement tout un mythe autour du lobbying, le côté sulfureux. Ce qu'on fait est en général soit une détection de tendances ou de besoins sociétaux, enfin sur la recyclabilité, sur l'utilisation de plastique. Là encore, on travaille avec des associations au niveau français et européen. Donc finalement, si je devais le synthétiser, et peut-être que du coup ça fera moins rêver, on arrive au bon moment quand c'est mûr au niveau sociétal et que c'est un vrai besoin et qu'il y a un besoin non plus d'autorégulation mais vraiment d'une structuration forte et qui aujourd'hui, comme on est, enfin la plupart de nos entreprises sur un terrain de jeu mondial, avec un besoin d'harmonisation pour pouvoir opérer dans les meilleures règles. Je crois que c'est vraiment ça. Après, on a toujours des ajustements, des négociations à la marge. Je peux vous donner un exemple. Nous, on essaye de pousser le curseur très loin sur ce qu'on appelle quelque chose de réparable. Oui, on peut avoir une bouilloire qui est réparable, mais si ça coûte aussi cher ou presque aussi cher que quelque chose de neuf, on considère que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, de se battre sur des prix, pas plus de X%. Et forcément, on a toujours après des négociations là-dessus. Nous, on a tendance à vouloir pousser le curseur plutôt loin. Donc, c'est finalement la rencontre de l'intérêt de la société, des pouvoirs publics et puis des consommateurs et des entreprises qui font qu'en fait, c'est les meilleures stratégies. C'est vrai que le terme influence paraît maintenant un peu galvaudé ou plus numérique sur les influenceurs. Je pense que c'est vraiment une harmonisation et c'est une autorégulation bien administrée. Valérie, c'est de la stratégie d'influence ou c'est une stratégie de dialogue permanent pour que finalement l'ensemble de l'écosystème comprenne ce que vous faites? C'est plutôt une stratégie de dialogue permanent et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de mythes qui traînent sur les lobbyistes de l'ombre, etc. Je pense que c'est vraiment un métier, d'abord un métier d'exigence où il faut effectivement savoir décrypter qu'est-ce qui va compter pour nous dans notre environnement, savoir comment on se positionne par rapport à un sujet donné, très en amont si possible. Et déjà, tout ce travail qu'on doit faire en interne pour s'aligner sur une thématique est très important. Moi, je prends un exemple sur le sociétal. Mon groupe s'engage, et c'est un groupe américain, ma maison mère, s'engage à ce qu'il y ait une mixité parfaite dans l'organisation à horizon 2025. Très bien, sauf que nous, en France, on est déjà à 60% de femmes, notamment 60% de femmes au CODIR. Donc moi, je vais prendre ce positionnement en disant que c'est très bien, c'est pas partout pareil, et chez nous, on est déjà bien au-dessus et c'est important parce que ça va renforcer notre image favorablement sur un sujet qui monte quand même de manière très importante dans les médias aujourd'hui. Donc on va essayer de travailler comme ça, de tirer des liens entre ce que nous dit une maison mère avec un discours très corporate, des policies comme ils appellent ça, très corporate, et parfois un peu vague. Je le dis très gentiment. Il va falloir qu'on se dise, OK, de ce texte, quels sont les liens que je tire et quels sont les exemples que je peux donner pour illustrer. Parce qu'après, le travail en local va être, pour créer la confiance avec nos parties prenantes qu'on va rencontrer, c'est de leur raconter quand même des histoires de vraie vie. Ce n'est pas juste de leur raconter, de leur passer des positionnements corporate. Donc, il y a tout un travail de fond à faire où il ne faut pas du tout négliger l'interne. Pour moi, c'est très important de pouvoir être dans la bonne connaissance de qui on est et d'où on part pour pouvoir ensuite aller porter le message à l'extérieur auprès des différents publics que ça va intéresser. Et ça veut dire que tout doit d'abord partir de l'interne, Annette, ou est-ce qu'il faut aller chercher des agences à l'extérieur qui sont spécialisées dans ce genre de pratiques-là? Alors, ce genre de pratique-là, je m'insurge un petit peu, je m'inscris en faux en tout cas. D'accord. Ce genre de pratique-là, je pense qu'effectivement, c'est un métier, les affaires publiques, qui a longtemps eu mauvaise presse, etc. Ça n'est, je pense, dans aucune des sociétés que nous représentons. Je veux dire, ça n'existe plus, ça n'existe plus nulle part, et fort heureusement. Le maître mot, c'est vraiment la cohérence. La cohérence entre l'interne, l'externe, et effectivement, on cherche la convergence des intérêts. Moi, je suis un peu dans une situation différente de celle de Valérie, puisque je suis donc au niveau de la direction de la communication du groupe, donc et on donne les grandes lignes au niveau du groupe, effectivement,
effectivement, on a des discussions très, très ciblées. Mais sinon, effectivement, pour les 71 pays ou donc quelques pays prioritaires, on donne les grandes lignes qui sont les priorités business du groupe, et puis dans lesquelles après s'inscrivent les actions au niveau local, que ce soit en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis notamment, et l'Italie, l'Espagne, ça c'est les marchés prioritaires. Et donc du coup après au niveau local, c'est vraiment au plus près, c'est exactement le travail que fait Valérie, parce que tout réside dans la qualité de la relation, la qualité de la relation qu'on peut avoir avec ses parties prenantes, avec ses interlocuteurs. Et ça, c'est un travail vraiment de longue haleine, ça se construit, c'est une relation de confiance qu'il faut construire, qu'il faut nourrir. Et comment on la nourrit alors? Parce que c'est pas et simple. donc, c'est un dialogue. Ce sont des représentants d'Atos, c'est-à-dire des salariés d'Atos, qui sont en dialogue avec les représentants de leur écosystème selon si vous voulez, les priorités, là encore, ou les enjeux du pays, qui ne sont pas les mêmes en Angleterre et en Allemagne, par exemple. D'accord. Et donc, du coup, mais ça ne passe pas, comme vous l'insinuez un peu, par des officines rémunérées, etc. C'est vraiment la qualité de la relation, de la confiance et donc des interlocuteurs qui se suivent vraiment au long cours. Mais c'est là où c'est difficile, quand on n'est pas dedans, de percevoir comment vous la nourrissez, cette relation-là, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de monnaie d'échange. Comment il faut vraiment arriver à la monnaie d'échange, c'est l'expertise. En fait, c'est un échange d'expérience. C'est un échange d'expérience. On va les rencontrer, on va leur répondre à leurs questions, on va leur apporter des documents super synthétiques, des infographies, des choses assez visuelles, chiffrées, tangibles. Alors ça se rapproche beaucoup plus de la pédagogie dont vous parliez tout à l'heure, Valérie. On est vraiment sur j'explique ce que je fais et quelque part, en quoi est-ce que c'est bon pour la société? Cathy, vous voyez un peu comme ça aussi? Oui, c'est-à-dire que l'expertise, c'est concrètement, c'est si on a une idée, ou en tout cas, je vais reprendre cet exemple de la réparabilité, puisque je crois qu'aujourd'hui, ça parle maintenant à peu près à tout le monde. C'est quand on se dit, voilà, si on doit avoir une échelle en scalabilité, de se dire, voilà, ça va être des milliards de produits. Nous, on le fait à notre modeste échelle, 400 millions. Voilà les conclusions qu'on a pu en tirer, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce qu'il faudrait améliorer, certaines barrières qui font qu'on ne peut pas réutiliser telle chose, ou ça suppose d'avoir aussi des composants ou carrément des filières qui seraient encore présentes en France ou d'autres choses pour réparer, ou des talents qu'on a des fois du mal à trouver. Et la valeur d'exemple, de montrer que sur des échelles importantes, on y arrive, ou si on n'y arrive pas encore tout à fait, voilà ce qu'il faudrait, le chemin qui reste à parcourir, c'est finalement ce qui fait la différence. Après, pour les agences dont vous parliez, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un champ où les agences sont intéressantes, c'est pour la veille. Parce que quand on regarde au niveau français, et là, je pense que, en tout cas, je pense que ça demanderait en interne d'avoir des services absolument colossaux. Nous, on travaille avec la direction juridique, en interne, les normes. Après, on a chacune des divisions des business units. Mais si vous regardez sur toute la réglementation au niveau européen, les transpositions en France, au niveau, nous on est dans 150 pays, donc aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Colombie, en Chine, au Japon, il y a toute une réglementation qu'il faut pouvoir suivre. Donc souvent, il y a des gens qui le font mieux parce qu'ils le systématisent, et des agences qui vous disent sur la taxonomie en termes de RSE, voilà ce que ça donne, et voilà les synthèses, parce que sinon ça revient à finalement multiplier le nombre de gens qui finalement ne verraient pas les points essentiels. Donc peut-être que l'aspect encore qui paraît incroyable, c'est de se dire aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir une synthèse de tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire, les transpositions, les spécificités, et ça dans tous les coins du globe. Ouais. Et ça, honnêtement, je pense qu'il faut toujours avoir la modestie de se dire que, make or buy. Là, en l'occurrence, ça vaut souvent le coup de l'acheter, et que ça soit des agences spécialisées dans la veille, et après, chacun travaille. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je pense que c'est peut-être le côté où là, c'est tellement colossal. Il y a un niveau d'expertise tel qu'après, il faut travailler avec ces services, les parties prenantes, pour pouvoir regarder. Et effectivement, c'est ce qui fait la différence, puisque c'est vraiment la connaissance fine après de ce qui fait ou non un échec ou un succès. Ouais. Alors quand on vous écoute, on a l'impression que ça reste quand même quelque chose de très technique, quelque chose de très lié à la réglementation. Mais du coup, quelle est la part de la communication là-dedans? Comment est-ce qu'elle trouve sa place, Valérie? En fait, c'est toujours un sujet de cohérence. Tu disais, Annette, je pense qu'il faut
il y a parfois des sujets qu'il faut savoir un peu garder sous cloche tant qu'on n'est pas mûr et tant qu'on n'a pas bien compris où est-ce qu'on voulait aller. Et surtout ne pas jouer l'opinion contre l'institution est très important. C'est-à-dire que si on veut pousser un sujet pour transformer quelque chose qui ne va pas ou qui ne nous arrange pas, on peut parler un peu comme ça, il va falloir se donner le temps nécessaire. Et le temps politique n'est pas tout à fait le même temps que l'actualité. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc il faut arriver à gérer cette différence-là. Moi, je prendrais un exemple dans mon secteur qui était on a réalisé pendant plusieurs années que le patient français de base avait pas les mêmes chances d'avoir accès aux innovations que le patient allemand, par exemple, qui avait accès à des médicaments beaucoup plus rapidement que les Français. Pourquoi ? Parce que le système allemand permettait que dès qu'un médicament a une autorisation de mise sur le marché, il a dans la foulée son prix et il est lancé. En France, quand on a une AMM, une autorisation de mise sur le marché, il peut y avoir de très longs mois qui se passent avant l'obtention d'un prix et donc la mise à disposition pour le patient. Et donc, il y avait une perte de chance assez phénoménale que nous, on a mise en avant en tant que labo de manière individuelle, que l'on a mis en avant aussi avec le collectif dont je vous parlais tout à l'heure, et que les associations de patients ont également mis en avant, parce qu'elles ont assez vite compris, c'était facile à comprendre, la perte de chance que ça pouvait représenter pour eux. Et donc, on a vu ce mouvement s'opérer et finalement transformer une situation, puisqu'il y a eu une loi qui est passée l'été dernier sur l'accès précoce, qui permet de raccourcir considérablement les délais. Donc maintenant que cette loi est sortie, moi, en communication, je la reprends, je la mets dans la bouche de ma présidente sous la forme d'une tribune sur LinkedIn. On pousse dans les journaux le sujet en disant pourquoi c'est bien, etc. Mais on ne le fait pas avant. En fait, vous voyez, on attend d'avoir obtenu quelque chose de concret, de tangible, pour ensuite faire un peu cocorico. Mais le faire dans l'autre sens, pour moi, je pense que c'est plutôt un danger. Là, on arrive dans des systèmes de faire des pressions. Et je pense que c'est assez compliqué dans un monde qui ultra communique aujourd'hui. J'ai un peu de recul aussi par rapport à la façon dont ça s'est passé sur le vaccin depuis 2 ans, pour ne pas se dire il faut communiquer à toute vitesse, n'importe comment. Donc, essayons de comprendre quel est le sujet, comment ça va évoluer dans le temps, dans quel temps. Et puis ensuite, on met en place la stratégie de com qui va bien. Mais c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, j'entends, et en même temps jalonné de différentes échéances politiques qui doivent vous compliquer quand même la tâche, Annette, parce que s'il faut tout refaire à chaque fois qu'il y a une élection, j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça, mais... C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même cohérence, pérennité. Et donc, c'est pas de la navigation à vue à chaque fois qu'il y a une échéance politique, parce que même quand vous analysez les politiques publiques, quel que soit le secteur, il y a quand même là aussi une forme de cohérence dans l'action publique. Et puis, pour nous, par exemple, un autre enjeu, donc il y a effectivement le fait de communiquer une fois qu'on a obtenu des résultats. Il y a aussi une façon de communiquer pour obtenir des résultats, mais de façon subtile, c'est-à-dire qu'un des enjeux pour nous, contrairement à certains de nos petits camarades, Atos fait de la R&D. Et cette R&D, cet investissement en R&D, il faut le financer. Et donc, pour le financer, il y a des subventions. Tous les États et l'Europe aussi accordent des financements. Donc, le fait de communiquer sur tel ou tel sujet pour mettre le sujet sur le radar des pouvoirs publics, c'est-à-dire, si je vous parle d'informatique quantique, si je vous parle de cybersécurité, ça c'est un peu, effectivement, c'est un sujet de grande actualité avec les piratages en tout genre qui ont connu une explosion au moment du Covid. Mais donc, l'informatique quantique, les supercalculateurs, enfin tout ça, ça requiert des investissements lourds, des développements sur 15 ans. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc ça permet de mettre avec des mesures de communication sur les réseaux sociaux, des papiers scientifiques, des interviews dans la presse, etc. On peut, je dirais, pas préempter les termes du débat, mais du moins on peut les influencer. Et on peut, ce faisant, effectivement, faire comprendre aussi que, bon, voilà, non seulement tel ou tel sujet est important, et puis qu'on est particulièrement bien positionné, et que la recherche, la R&D, requiert des investissements qui peuvent être facilités. En vous écoutant, j'ai un peu l'impression qu'il y a un espèce de devoir d'exemplarité quand on fait des affaires publiques. Vous êtes d'accord avec ça, Cathy ? Oui, tout à fait. D'exemplarité et puis de pouvoir, c'est le cercle vertueux. J'allais vous parler d'économie circulaire sur toutes nos thématiques et où effectivement
c'est un effet d'entraînement. L'exemplarité, enfin en tout cas tendre à l'exemplarité, parce que c'est toujours tendre le plus possible à l'exemplarité et embarquer avec nous justement la société civile ou des ministères, des États qui ont envie d'en faire plus et de voir qu'il y a urgence à se mobiliser et effectivement pour des résultats probants plus ou moins rapides. Exemplarité aussi, vous pensez, Valérie? Oui, exemplarité. Puis je pensais aussi proximité. En fait, quand on a la chance d'avoir un maillage territorial, d'avoir des sites de production, des centres de recherche sur le territoire, ne pas se priver d'ouvrir les portes et d'inviter les personnes, les pouvoirs publics, si ça les intéresse, ou d'autres acteurs, d'autres parties prenantes à venir visiter, à venir découvrir comment on fait de la production, comment on fait de la R&D. Parce que je pense que ça parle très concrètement. On parle d'investissement, on voit comment ça se traduit. Voilà, une chaîne de production dans la pharma, c'est assez impressionnant. Voilà, donc c'est important de pouvoir, quand on peut le faire, jouer cette carte-là est très important parce que ça légitimise en fait la façon dont on porte le sujet. La transparence aussi, alors, Annette? Oui, bien sûr, la transparence, l'exemplarité, la transparence, l'interaction avec les pouvoirs publics, mais pas que. Et puis, il ne faut pas oublier, l'entreprise est un acteur dans la cité. L'entreprise est un acteur dans la cité. Et donc, du coup, à ce titre-là, je dirais exemplarité à double titre. C'est-à-dire, l'entreprise doit être exemplaire dans ses pratiques déontologiques, dans son secteur d'activité, quel qu'il soit. Et puis, nous, enfin ceux qui portent les affaires publiques, doivent être doublement exemplaires parce que bien évidemment, ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que par le passé, il y a plusieurs dizaines d'années, il a dû y avoir des pratiques moins déontologiques et aujourd'hui, ça n'a plus cours du tout. Donc cette exemplarité-là, elle est un devoir pour nous tous. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Annette Ray, directrice de la communication et des affaires publiques d'Atos, Valérie Perruchot-Garcia, directrice des affaires publiques de la communication et de la RSE de Janssen France, et Cathy Piagnon, directrice générale chargée des affaires publiques et de la communication du groupe SEB. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom.